moi, un vrai moment pour moi, c'est quand je suis à la maison seule et que je prends le temps d'avoir cette espèce de bulle de gratitude. C'est comme j'ai été élevée, moi, par une mère qui était hyper religieuse, mais qui, en quelque sorte, m'a inculqué un peu la spiritualité. Et c'est là où je prends cette espèce de force quand ça va mal, ou juste prendre le temps d'être seule, chez moi, puis juste de dire merci à l'univers, de prier, de faire des trucs, ou de dire des trucs, ou de manifester des trucs, que c'est comme des types de prières, si vous le voulez, comme ça. Fait que ça, c'est le moment que je prends vraiment pour moi. Puis savez-vous quoi? Je l'ai fait presque à tous les jours. Je pense que le moment où est-ce que j'ai vraiment su qu'il fallait que je prenne soin de moi, c'est à force de voir les gens qui vieillissent autour de moi. C'est-à-dire que mon père est décédé en 2019. Ça aussi, ça a été comme un premier choc. Puis ensuite, ma mère, elle a eu un AVC quand même assez grave en 2023. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'il y a eu une espèce de déclenchement dans ma tête que j'étais comme, OK, Anne-Lovely, t'as une vie, tu vieillis toi aussi. Ton corps, c'est la machine qui va te permettre d'accomplir tout ce que tu veux. Puis le corps, là, quand je dis, c'est pas seulement physique, c'est la santé mentale, c'est aussi les émotions, c'est aussi, tu sais, le bien-être en général. Fait que c'est là que je me suis dit, tu vas bien manger, tu vas aller t'entraîner pour, tu sais, juste évacuer tout ton stress. Tu vas aussi faire des choses qui te font plaisir. Tu vas écrire tout ce que tu as sous le cœur. Évacuer tout le méchant. Fait que ouais, c'est vraiment à ces deux moments-là, je te dirais, dans 4 ans de différence, que je me suis dit, OK, il faut vraiment que je prenne soin de moi. Le plus grand apprentissage que j'ai appris sur moi cette année, c'est que j'ai appris à me mettre des limites. J'ai appris à dire non. Ce qui est pour moi extrêmement difficile. Je dis toujours oui à tout. Mes contrats professionnels, je dis oui à ma famille constamment, je dis oui à mes amis constamment. Et là, j'ai appris à dire non, puis j'ai appris aussi à expliquer pourquoi je dis non. Puis ça, pour moi, c'est super difficile parce que j'ai toujours pensé que j'étais une espèce de machine, que j'étais une Robocop au féminin. Puis guess what? Non, je le suis pas. Je suis humaine comme tout le monde. Fait que je pense que c'est l'un des plus grands apprentissages, c'est de se mettre des limites, ce qu'on appelle en anglais si bien les boundaries. Puis l'autre chose aussi que je vais ajouter, j'ai lu le livre de Mel Robbins qui s'appelle Let Them. Je vous conseille à tous et à toutes de lire ce livre, OK? Ça devient une bible pour n'importe quel être humain. Et de dire, quand il y a quelque chose qui fait pas ton affaire, laisse-les faire. Parce qu'on est entouré d'humains qui viennent nous chercher des bibittes à l'intérieur de nous. Laissez-les faire. C'est aussi une de mes plus grandes leçons cette année. La partie de mon corps que j'ai appris à aimer, vous allez tellement rire parce que quelle ironie, mais ce sont mes seins, ma poitrine. J'ai tellement détesté ma poitrine et je vous explique pourquoi. À 14 ans, le temps d'un été, mon corps est passé d'une petite fille au corps d'une femme. OK? Moi, je suis arrivée au secondaire. La plupart de mes amis étaient des filles très minces, des filles qui avaient très peu de forme. Puis moi, j'arrive, boum, bam, boum, les fesses, les hanches, les seins. Mon Dieu que je voulais pas avoir de seins. Mon Dieu que je voulais pas avoir de fesses. Mon Dieu que je voulais pas avoir de hanches. Je pense que ça a même provoqué un début de troubles alimentaires. Je voulais être comme tu sais, une petite ado qui veut être comme ses amis. Je voulais être comme les Britney Spears, les Christina Aguilera, les Kate Moss de ce monde. On remonte en l'an 2000. Oui, mesdames et messieurs, c'est là que j'étais. Et donc, ça m'a pris un temps fou à aimer ma poitrine généreuse et absolument magnifique d'aujourd'hui. Merci Kim K, merci J-Lo, merci Beyoncé, à toutes ces femmes qui ont des courbes qui, pour vrai, je me retrouvais d'entre elles, cette espèce de représentativité-là, à quel point elle est importante pour les jeunes filles. Moi, j'en fais aujourd'hui vraiment un cheval de bataille. Vraiment. Ce que j'aurais goût de dire à toutes ces femmes qui ont pas encore eu le temps ou le goût de choisir, c'est si tu le fais pas, qui va le faire pour toi? C'est un processus de vie, puis je le sais que c'est long, je sais que c'est un chemin de s'aimer, je sais que c'est un chemin de choisir, mais se choisir, c'est s'aimer. Puis s'aimer, c'est de s'attirer toutes sortes de choses positives autour de sa vie. C'est de s'attirer le bon conjoint, c'est de s'attirer les bonnes personnes, les bons amis, c'est de s'attirer même le bon boulot,
de s'attirer nos rêves. Fait que juste de commencer à choisir, c'est de commencer à choisir la vie vraiment qu'on veut. Donc, de s'aimer. Pour vrai, je pense que c'est le travail d'une vie. Mais mon Dieu, les filles, choisissez-vous parce qu'il n'y a personne qui va le faire à votre place. Je carbure vraiment aux histoires humaines. Puis, ma mère m'a toujours dit, t'as 2 oreilles et une bouche. C'est-à-dire que tu dois écouter 2 fois plus que tu parles. Puis, je trouve tellement que chaque personne, mais chaque personne que vous allez croiser sur votre chemin a une histoire à raconter. Puis, cette histoire-là va juste vous faire grandir. L'autre jour, j'étais au supermarché, une vieille dame qui m'a raconté sa vie. Je suis restée au comptoir fruits et légumes pendant 25 minutes. Je pense qu'elle avait besoin de parler à quelqu'un. Peut-être que c'était une vieille dame qui était seule. Mais j'ai eu des grandes leçons de vie de cette dame-là durant ces 25 minutes-là qui me disait de ne pas m'inquiéter pour des niaiseries. Ce qu'on fait quotidiennement, le stress que j'appelle inutile, qui font des ulcères d'estomac. Mais je suis sortie du comptoir des fruits et légumes en me disant « C'est vrai, pourquoi je m'inquiète toujours pour rien? » Fait que je pense que oui, écouter les humains, ça me permet aussi de me remettre en perspective. Ça me donne des très grandes leçons de vie. Lorsque j'écris, moi j'écris depuis que j'ai eu l'âge d'écrire. C'est pas compliqué. La maîtresse d'école avait dit à ma mère « Votre fille va devenir une écrivaine, une autrice, une journaliste. » C'est sûr qu'elle est dans les communications parce qu'on voit clairement son intérêt pour l'écriture. Puis ça me reconnecte avec la petite Anne Lovely. Donc ça veut dire que je me reconnecte à une Anne Lovely qui est dans la joie, simplement dans le bonheur. Et ça me permet de m'évader. Tous les petits soucis du quotidien disparaissent quand je commence à prendre mon crayon ou mon clavier. Parce que là, j'ai des histoires, justement, des histoires inspirées d'histoires humaines qui se pavanent dans ma tête. Et là, je fuis la réalité et je trouve un bonheur. J'ai l'impression que mes mots écrits sont beaucoup plus réfléchis que lorsque je parle publiquement. C'est-à-dire que lorsqu'on écrit, là, il y a forcément un travail de réflexion. Quand on parle souvent, des fois, on parle plus vite que nos pensées. Tandis que l'écriture analyse nos pensées. Il y a vraiment une analyse critique qui se fait quand, en tout cas, je vais parler pour moi, lorsque j'écris. Fait que c'est sûr que je trouve ça toujours plus percutant lorsque je me mets à écrire, que ce soit une critique, que ce soit une chronique d'enjeux sociaux, que ce soit même un article journalistique, lifestyle. Tu sais, à chaque fois, je me relis, je me dis « Anne Lovely, pour vrai, c'est toi qui as écrit ça? » Parce que j'ai tellement pris le temps de bien organiser mes idées. Fait que je trouve qu'écrire, c'est plus sensé que de parler, pour vrai. J'ai l'impression que l'amour de soi, en fait, de parler, ça veut presque rien dire. Honnêtement, je sais que les gens vont dire « Mais mon Dieu, Anne-Lovely, de quoi tu parles? » Non, ce sont les actions. C'est un peu comme lorsqu'une amie me dit « Mais là, il m'a pas texté, il m'a dit qu'il allait me texter. » Là. Attends, le gars que t'es en train de... que tu convoites, il a bien beau parler, mais qu'est-ce qu'il fait concrètement? Ce sont quoi ces actions qui prouvent qu'il est réellement intéressé? Je vais le transposer de la même manière pour l'amour de soi. Quelles sont les actions que tu poses, toi, chère amie, chère femme, chère gorgeous, pour que tu dises, OK, ouais, pour vrai, j'ai de l'amour pour moi. Tu sais, est-ce que tu es dans une relation d'amitié toxique, puis à chaque fois tu accours envers ton ami qui est jamais là pour t'écouter? Est-ce que tu es dans la même vieille job que taillis depuis 20 ans, puis que ton rêve, c'est, je sais pas moi, de peindre, puis à chaque fois, tu remets ça à demain? Est-ce que ça fait longtemps que tu veux peut-être avoir du Botox, puis tu le fais pas parce que t'as peur de te faire juger? Tu sais, fais des choses et des actions concrètes pour toi, pour justement mousser cet amour-là de soi-même. Encore une fois, je le dis, c'est un travail d'une vie. Même moi, je travaille sur tout plein de bébites à l'intérieur de moi, mais au moins, je pose des actions. Puis c'est ça qui fait que, you know what, je m'aime. Puis je souhaite ça à toutes les femmes. Parce que, mon Dieu, qu'on est difficile avec nous-mêmes. Est-ce que Anne Lovely permet à d'autres femmes de cultiver ou d'allumer une flamme quelconque pour l'amour d'elle-même? Je l'espère. Je l'espère vraiment parce que chaque fois que je prends mon téléphone puis que je commence à parler à ma communauté, chaque fois j'écris une chronique qui s'adresse aux femmes, surtout aux femmes immigrantes issues de la diversité,
Chaque fois que je m'adresse à à des jeunes, quand je vais en conférence avec des jeunes femmes, des ados qui, comme moi, un jour, se sentaient peut-être complexés, j'espère vraiment que ce que vous voyez, ça sonne une petite clochette. C'est pas facile, je vous le dis, d'avoir été une seule journaliste black dans un empire médiatique, à me battre, à dire que la diversité c'est important, même avant George Floyd, même avant 2020, d'accepter qui j'étais dans la grande majorité. J'espère que ça permet de réveiller peut-être des rêves, des ambitions, puis dire « Hey, sais-tu quoi? Moi aussi, je peux le faire. » Parce que moi, j'ai eu ces modèles-là qui m'ont permis de le faire. Fait que j'espère d'être peut-être un de ces modèles-là ou de ces inspirations-là. Je sais pas, je suis comme gênée. C'est ça.